Il y a des romans qui commencent dans la poussière des mines et finissent au large de la mer Noire. Il y a des vies qui se dédoublent comme un fil électrique dénudé. D'un côté, l'icône ouvrière, drapée de slogans et de drapeaux rouges. De l'autre, l'homme de chair, qui aime, s'égare, transgresse, et dont les pas laissent des traces dans les couloirs discrets de l'international. Maurice Thorez est de celle-là. Fils du peuple, tribun d'estrade, et cœur traversé par des loyautés concurrentes. Pendant que la foule acclame l'homme au casque de mineur, une autre scène se joue. Une femme patiente à la porte fermée, une autre partage sa table, un enfant passe de bras en bras, et à Moscou, un nom murmuré relie les destins, Fried. Sur cet entrelac de passions et de pouvoirs, je vous propose un voyage. 4 mouvements où la tension monte, où les gestes politiques s'entrelacent avec les gestes les plus intimes, jusqu'à ce que la vie privée heurte la raison d'État et que les serments chuchotés au creux de l'oreille prennent la couleur du fer et du feu. Il naît en 1900 à Noyelles-Godault, Pas-de-Calais, 10-12 ans et déjà la mine, les mains noires, les poumons griffés de poussière. La légende est connue. L'ouvrier qui gravit l'échelle du parti, la ferveur, l'ascension fulgurante jusqu'au secrétariat général du PCF en 1930. Mais derrière l'icône, il y a l'homme. Timbre voix grave, regard direct, une simplicité d'allure qui enrobe l'acier d'un tempérament organisé pour convaincre. Cette biographie locomotive, c'est la première voie. La seconde, plus discrète, commence à la même époque. Un mariage avec Aurore Membeuf, et un fils, Maurice Junior. Une famille sans tambour presque effacée dans la mise en scène officielle. Et pourtant, c'est là que la fiction intime se noue. Les dictionnaires militants et les historiens de la mouvance l'attestent. Aurore existe, elle a une date et une vie propre, et son histoire se tisse bientôt avec un autre nom clé du dispositif cominternien, Eugène Fried, l'ombre conseillère, le camarade Clément. Car voici le premier heurt, la première image qui sidère. Pendant que Maurice s'impose comme visage public d'un parti en voie de stalinisation, son épouse Aurore s'éloigne et, fait presque invraisemblable si l'on n'en avait pas la trame documentaire, elle se met en ménage avec le mentor même de son mari, l'homme de Moscou à Paris, Eugène Fried. Des sources concordantes, universitaires et biographiques le rapportent. Au milieu des années 1930, la vie affective du couple officiel se désagrège et Aurore s'attache à celui qui, dans la coulisse, tient la boussole stratégique de Thorez. Dans le même temps, Maurice s'installe, lui, avec une jeune militante qui a poussé jusque dans les bureaux du Comintern, Jeannette Vermersch. Cette scène à 3, 4 si l'on compte le parti comme personnage, n'est pas un ragot. Elle est devenue un passage obligé des travaux sérieux sur la période. L'historienne Sophie Queré la rappelle, des notices du Métron la détaillent, des synthèses l'évoquent sans détour. Ce qui aurait pu n'être qu'un vaudeville devient, dans le miroir soviétique, une question de discipline et d'image, réglée par le silence et la loyauté au récit officiel. Et Jeannette, justement, on la croise d'abord à Moscou, jeune, volontaire, galvanisée par l'idée que l'histoire se fabrique à la chaîne, comme les bobines de fil qu'elle a tenues dans sa jeunesse d'ouvrière du Nord. Elle rencontre Thorez au tournant des années 1930, et peu à peu l'intime se mêle à l'organisationnel. Ils vivent en couple dès 1934, auront 3 fils, Jean, 1936, Paul, 1940, à Moscou, Pierre, 1946, et n'officialiseront leur union qu'en 1947, lorsque le divorce avec Aurore sera enfin prononcé. L'effet dramatique est puissant. 15 ans d'une relation au long cours, éprouvée par les clandestinités, les exils, la guerre, puis consolidée en pleine reconstruction nationale. La figure publique, elle, est impeccable. Jeannette sera députée, puis sénatrice, et quand la santé de Maurice vacille, elle tient la maison, et plus encore, la ligne. Coupez ici l'image d'un Paris en liesse un 14 juillet du Front populaire, où Thorez, silhouette compacte, harangue la foule. Et juxtaposez-la à une scène de couloir.
une porte qui se referme, une lettre glissée, une consigne venue de Bruxelles ou de Moscou. L'internationale communiste veille, Fried supervise, Thorez exécute et dirige. Dans ce triangle hiérarchique, la circulation des dépêches va jusqu'aux cuisines, au sens propre. Anecdote révélatrice. Plus tard, après la mort de Fried, Aurore partagera la vie d'Étienne Virlouvet, cuisinier d'État, devenu proche du ministre Thorez. Là encore, on pourrait sourire de la destinée. C'est pourtant un détail sourcilleux que les archives de militants consignent, signe que dans cette histoire, la sphère domestique n'est jamais loin de la salle du comité. Mais la tension monte et la guerre va trancher net. Septembre 1939, le pacte germano-soviétique vient d'effondrer les repères. Thorez, comme d'autres dirigeants communistes frappés par la mobilisation, reçoit, selon des récits étayés par la recherche, la consigne de quitter les drapeaux. Il passe la frontière, puis file vers Moscou. En France, on parle de désertion. On condamne. L'étiquette collera longtemps, au point que l'amnistie postérieure fera débat jusque dans l'hémicycle, où l'on vilipende ceux qui en ont si singulièrement profité. La scène est rude. Elle oppose la logique de l'obéissance au centre moscovite à l'exigence de la nation en armes, et c'est une fissure biographique qui deviendra faille politique. Jeannette, elle, suit la trajectoire clandestine. En novembre 1939, on la retrouve dans une datcha près de Moscou avec leur fils Jean. La géographie des sentiments épouse celle des consignes. L'intime se loge dans les interstices des voyages secrets. Autour d'eux, d'autres figures du PCF, Arthur Ramette, Raymond Guyot, tournent comme des satellites autour du noyau. La photographie mentale est forte, une famille recomposée sous un ciel russe d'hiver, à l'heure où l'Europe respire au rythme des télégrammes codés. Les notices biographiques les plus précises restituent ce calendrier serré. La trajectoire de Jean, Paul, Pierre, les dates des retours, les liaisons de la ligne avec l'homme malade plus tard, tout y est. Puis la libération renverse le cadran. Les communistes, auréolés par la résistance, revendiquent le rôle de parti des 75 000 fusillés. Thorez revient en France à l'automne 1944, paré d'une grâce individuelle adossée à un accord discret. À Moscou, il est entendu que les communistes français ne tenteront pas l'insurrection. À Paris, il est admis que Thorez peut rentrer et reprendre sa place. Les archives et les historiens sont précis sur ce point. Un télégramme, une décision et le silence public qui entoure le marché. C'est un moment de bascule dramatique. L'homme qui, en 1939, a quitté l'uniforme, réapparaît dans un pays qui se reconstruit et qui, paradoxalement, lui fera place au sommet, vice-présidence du Conseil, ministère d'État. Le contraste entre l'invective des tribunes, déserteurs, et la pompe républicaine prochaine est, à lui seul, une scène de cinéma politique. Dans ce décor, Jeannette n'est pas seulement l'épouse de, elle est colonne portante. On la voit siéger, déposer des textes, prendre la parole sur l'égalité salariale, les domestiques, la famille, puis s'arc-bouter dans les années 1950 contre le contrôle des naissances, position singulière dans le paysage de la gauche. Tandis que Maurice écrit « réédite, fils du peuple », cultive une popularité organisée et, bientôt, encaisse le coup du corps, l'hémiplégie en 1950. Là encore, l'image intime frappe. Un chef frappé en plein règne, exfiltré, vers l'URSS pour de longs soins, une épouse qui sert de fil électrique entre l'homme convalescent et le bureau politique, et traque les rivaux, réels ou supposés, au sein de la vieille garde. Les sources publiques, y compris des biographies fouillées, en donnent les repères. La presse d'époque décrit son autorité discrète dans les couloirs du parti. Reprenons. À ce point du récit, la corde privée et la corde politique vibrent à la même fréquence.
D'un côté, une union légitimée tardivement, 1947, comme si l'institution n'avait fait que rattraper un lien éprouvé depuis les temps clandestins. De l'autre, l'écho jamais éteint du premier foyer. Aurore, son fils, leur propre itinéraire dans les marges de l'appareil, le détour poignant par la figure de Fried, assassiné par les Allemands en 1943. Les historiens ne se lassent pas de le souligner. L'intimité de Thorez n'est pas un hors-sujet, elle fait architecture. Elle explique la circulation des influences, la façon dont certains mots d'ordre deviennent chers, la rigidité stalinienne des années 1950 qui, parfois, a la voix de Jeannette dans les couloirs du comité. Et parce qu'un récit doit aussi montrer. Arrêtons-nous une seconde sur un écran mental. Quelque part entre Ivry et la place du colonel Fabien, des bouquets s'alignent à l'occasion d'une exposition montée pour l'anniversaire du chef, des cadeaux pour les enfants, des livres, des objets utilitaires pour la maison. Sur le livre d'or, des formules qui confondent l'homme et le parti. Puis, rideau tiré, on imagine le même Maurice, la jambe lourde, qui dicte à Jeannette une note sèche contre tel rival, tel déviationniste. Au même moment, quelque part ailleurs, Aurore sert une soupe à Virlouvet et Maurice Junior rit d'une anecdote rapportée d'une réunion. Voilà, la vie de Thorez, c'est cela, cette simultanéité de scènes contradictoires, cette dramaturgie où la tendresse privée se cogne aux angles vifs de la raison militante. Les chronologies établies par les synthèses, populaires comme savantes, en donnent le squelette. Nous tentons ici de rendre la peau, la voix. Enfin, comme un avertissement sourd venu du large, l'horizon s'ouvre. 1964, un paquebot soviétique, le MS Litva, file vers Varna. À bord, Maurice et Jeannette. Le cœur lâche, l'hémorragie cérébrale emporte le chef au large des côtes turques. La presse française relate les circonstances médicales avec une froideur clinique. On rapatrie l'héroïsation, on imprime les portraits en une. La boucle se boucle sur une image d'été et de métal, mais, vous le sentez, elle ne peut se comprendre qu'à la lumière de ces années où la politique et l'amour ont partagé la même table. Notre récit remontera les fils jusqu'à ce pont du Litva pour comprendre, non pas si l'homme fut grand ou coupable, mais comment le roman intérieur a tenu la politique par la manche, et comment, parfois, l'a fait trébucher. Imaginez un quai de gare en 1934. La vapeur dessine des halos, les porteurs L, et un homme à la carrure compacte disparaît dans un wagon de 3e classe, direction Bruxelles, puis Moscou, tandis qu'à Paris, un appartement s'éteint lentement, pièce par pièce. D'un côté, l'ascension politique s'accélère. De l'autre, le décor intime se recompose comme un jeu de chaises musicales. Car c'est au milieu des années 1930 que tout se dédouble franchement. Maurice vit désormais avec une militante de 20 ans, sa cadette, Julie-Marie Jeannette Vermersch, rencontrée dans l'orbite du Comintern. Aurore Membeuf, son épouse, demande le divorce, prononcé en 1934, et s'installe, avec le mentor clandestin de Maurice, l'homme de Moscou à Paris, Eugène Fried. Peu d'histoires politiques ont un tel tranchant privé. La première épouse du chef vivant avec l'éminence grise qui oriente la stratégie du parti. La compagne nouvelle, partageant les files d'attente, les pseudonymes, et bientôt les couloirs d'une datcha soviétique, les biographies et notices de référence, le métron, les synthèses historiques et les entrées encyclopédiques l'attestent sans équivoque. Aurore cohabite avec Fried, et ils élèvent ensemble le fils aîné de Thorez. Jeannette, elle, s'installe durablement avec Maurice et ils auront 3 garçons avant de régulariser à la mairie en 1947. La vie privée ici n'est pas une anecdote. C'est une clé, et même une scène maîtresse, dont les témoins, les dates, les lieux se recoupent. Qu'on cadre la scène au plus près.
L'appartement d'Aurore et de Fried sans la soupe et le papier buvard. Au mur, une photographie d'un congrès à la salle de la Mutualité. Sur la table, une lettre venue de Bruxelles, signée de la main sûre de Fried. À quelques stations de métro ou quelques fuseaux horaires, Jeannette boucle une valise de toile, y glisse un bonnet pour son fils Jean, né en 1936, et un carnet d'adresses dont la moitié des noms sont des pseudonymes. Elle a l'énergie tendue des femmes qui font tenir une vie. Ouvrière du Nord devenue permanente de la jeunesse communiste, elle a trouvé dans Maurice une force de gravité et un partenaire. Ils vivent ensemble dès 1934, tiennent un foyer éclaté entre missions et planques, puis élargissent le cercle. Paul naît en 1940 à Moscou, Pierre en 1946 au retour. Cette chronologie serrée, on la retrouve aussi bien dans les archives publiques que dans des instruments plus prosaïques, tables nominatives, biographies administratives, qui listent sans affect les faits têtus, 3 fils, 17 septembre 1947, mariage civil à Choisy-le-Roi, carrière parlementaire de Jeannette jusqu'au Sénat. Derrière la sécheresse des rubriques, il y a une histoire d'endurance et un choix, politique autant qu'affectif. Faire couple dans l'œil du cyclone. Puis la guerre vient comme un coup de sabre. 23 août 1939, pacte germano-soviétique. La République s'enrôle, l'armée mobilise. À Chauny, le 2 octobre, une militante, Mounette Dutilleul, apporte une consigne transmise par Fried. Sortir des rangs, disparaître, rejoindre la filière. Le mot est sec, sans appel. 2 jours plus tard, le 4 octobre, Maurice quitte son unité, la presse dira « déserte », la littérature militante parle d'obéissance à l'international, l'historien, lui, retient les 2 faces d'une même pièce, rupture avec la discipline nationale, fidélité à une autre hiérarchie. De Belgique, la route file vers Moscou. En novembre 1939, Jeannette et le petit Jean arrivent à leur tour, puis dans les mois suivants, Arthur Ramette et Raymond Duyot. On visualise la scène. Une datcha léchée par la neige, une cuisine où mijotent des soupes épaisses, des télégrammes codés qui claquent comme des fouets, et l'intimité qui se serre pour ne pas se briser. Tous ces détails, dates, trajectoires, noms, figurent noir sur blanc dans les biographies, et pour certains dans des notes de bas de page devenues fameuses, tant elles éclairent ce passage charnière, ce qui, à l'échelle d'un récit, accroît la tension. À Paris, l'État poursuit les dirigeants communistes, ferme l'humanité, traque les cadres. À Moscou, on rationne, on s'organise, on regarde la carte d'Europe comme une partie d'échecs sanglante. Et au cœur de l'échiquier, un ménage, un amour, des enfants. On pourrait croire la romance déplacée au milieu du fracas. Elle est au contraire la charnière invisible. C'est Jeannette qui assure le relais avec la direction, qui réconforte l'homme touché, déjà, par une fatigue sourde, qui s'aguerrit dans la veille et les dépêche. À distance, le premier foyer poursuit sa route. Aurore, restée en France, continue de vivre avec Fried, ce grand homme discret qui servait de boussole au PCF et dont le destin s'achève brutalement en 1943, assassiné par les Allemands. « Étrange destin », écrit un observateur, pour cette femme demeurée dans l'ombre quand Jeannette s'installait à la tribune. Formule juste, car sous la ligne affleurent des vies dont les lignes de force sont décidées dans des pièces sans fenêtres. La libération, paradoxalement, n'apaise pas le drame. Elle le déplace. Automne 1944. L'homme qui, 5 ans plus tôt, avait quitté l'uniforme, revient à la faveur d'un compromis tacite entre Moscou et Paris. L'alliance résistante et la recomposition institutionnelle rendent possible son retour et son installation parmi les plus hautes charges. Déserteur pour certains, vice-président du Conseil pour d'autres, ce contraste a quelque chose de stupéfiant, presque cinématographique. Mais regardez comment la vie intime colle au tournant. La famille recomposée s'élargit, le foyer s'équipe, on accroche des rideaux,
et Jeannette entre en politique de plein exercice, députée à l'Assemblée constituante dès 1945, puis députée sans interruption jusqu'en 1958, enfin sénatrice de 1959 à 1968. Pendant que Maurice traite avec les ministres, elle dépose des textes sur l'égalité des salaires, les conditions des domestiques, la santé publique. Dans ce couple, l'amour ne se contente pas de survivre à la clandestinité. Il se fait architecture d'un pouvoir à deux voix. Et pourtant, le choc suivant est d'une brutalité clinique. 1950, l'hémiplégie terrasse Maurice. Image forte, un chef au sommet, soudain figé du côté droit, l'artère comme une corde qui cède, puis le long détour par les établissements soviétiques de 1950 à 1953 pour des soins qui sont autant un exil médical qu'une manière de préserver le mythe intact. La médecine dessine les contours. Artériosclérose, tension aiguë, atteinte des vaisseaux du cœur et du cerveau. Autant de diagnostics que la presse rapportera plus tard avec un flegme glacé. Dans cette parenthèse au long cours, Jeannette devient câble, puis colonne. Elle entre la même année au bureau politique, où elle siégera jusqu'en 1968. Elle fait la navette entre la chambre du malade et les couloirs du comité central. Elle désigne les rivaux et les isole. André Marty, Charles Tillon, au nom de la ligne, de l'ordre, de la maison. Ce qu'on saura plus tard, c'est que ce moment a aussi recomposé l'intime. Les conversations du soir, la logistique des enfants, la tendresse à voix basse dans un appartement soudain trop grand. Sans ralentir, notre histoire remonte un autre courant, plus obscur, celui des corps et des slogans. 1956. La question du contrôle des naissances secoue la gauche. Jeannette, vice-présidente de l'Union des femmes françaises, prend position contre ce qu'elle appelle les thèses néo-malthusiennes, aux grandes dames d'une partie des militants. Maurice, publiquement, se range à ses côtés. Pourquoi cela compte-t-il ici? Parce que c'est un instant où l'on entend, sans interférence, la voix du couple. Ils exposent un point de vue qui tranche avec l'air du temps, articulent une morale privée et une doctrine publique, prennent le risque d'un désaccord avec leur propre soutien. 10 ans plus tard, nuance. Au Sénat, Jeannette signera une proposition de loi visant à abroger les lois réprimant l'avortement et la propagande anticonceptionnelle, puis votera la loi Neuwirth. Rien n'est figé, tout s'éprouve, même et surtout les convictions qui touchent au corps. Le roman intime, ici, croise l'histoire des femmes. Il montre un couple qui, de la datcha gelée au banc de la Haute Assemblée, n'a cessé d'essayer de faire coïncider le privé et le politique. Mais revenons au cœur battant de notre fil, l'ombre portée d'Aurore. C'est elle qui, par sa simple présence hors champ, maintient la tension dramatique. C'est son itinéraire discret qui rappelle que chaque slogan a un envers. Après Fried, assassiné en 1943, Aurore partage la vie d'Étienne Virlouvet, cuisinier d'État auprès du ministre Thorez. Détail prosaïque, il dit beaucoup. L'histoire n'est pas seulement faite de tribunes et de lois, elle se noue dans des cuisines, autour d'un pot-au-feu, dans des couloirs où l'on échange une clé contre un renseignement, un repas chaud contre une fidélité. En filigrane, le fils aîné de Maurice grandit entre deux loyautés et deux mémoires. Il porte un nom connu et, dans le même temps, traverse une enfance où les adultes parlent bas. À l'écran, ce serait un plan fixe. Aurore essuie un bol, on frappe 3 coups à la porte, la radio murmure une sonate. L'étonnant est que ces scènes ménagères, confirmées par des portraits de seconde main et des dossiers militants, pèsent sur la mécanique des grandes décisions comme une main invisible. C'est que le parti lui-même, à cette époque, a la texture d'un roman familial. Tutelle moscovite, fidélité française, règlement de compte feutré, et au centre,
un couple qui fait bloc. Les images abondent. Une tribune au Vel de Yves, où Jeannette serre un dossier contre sa poitrine. Une journée d'hommage à Noyelle Godeau, où Maurice, le visage encore tiré par la convalescence, sourit à demi. Un soir, rue Lafayette, où, rideau tiré, on corrige les épreuves d'un discours au crayon rouge. La documentation savante, bien sûr, donne les faits, et nous y revenons sans cesse pour ne pas céder à la tentation romanesque. Mais elle n'interdit pas de voir ce que ces faits contiennent d'humain, des hésitations, des colères, de l'admiration réciproque et ce courage sans emphase des gens qui ont trop vécu pour parler fort. Et pourtant, le récit garde son cap. Tout nous porte vers la mer. Nous savons, parce que les journaux l'ont écrit avec une froide précision, que le cœur de Maurice lâchera loin des siens sur un paquebot soviétique, un matin d'été 1964, au large des côtes turques, cap sur Varna, billet pour Yalta dans la poche. Nous savons, parce que les certificats l'énoncent, la liste triste des lésions, artériosclérose, tension, atteintes multiples. Nous savons tout cela, et pourtant ce savoir ne suffit pas. Il faut revenir en arrière, retenir l'image de l'enfant de mineur devenu chef, de l'homme conquis par une femme qui ne lâche pas, de l'ex-épouse qui poursuit sa route avec le mentor pour comprendre pourquoi, sur le pont du MS Litva, la vie qui s'éteint est aussi celle de tout un roman. La vérité des archives, date, diagnostic, géographie, n'abolit pas la vérité des sentiments. Elle la découpe au scalpel jusqu'à faire apparaître le nerf. Alors, laissons pour un instant les cartes et les bulletins officiels. Nous sommes dans un salon sobre, début des années 1950. Les rideaux laissent passer une lumière de craie. Sur la table, 3 objets. Un cadre photo où l'on voit 3 garçons alignés comme des notes sur une portée. Un livre, Fils du peuple. Et un cendrier trop plein. Jeannette lit une coupure où son nom est associé à une polémique sur la maternité, puis range la page dans une chemise. Maurice dicte, la voix ralentie par l'effort, quelques phrases où percent à la fois la conviction et la fatigue. Nous voyons tout ce qu'il a fallu d'organisation, de patience, parfois d'intransigeance, pour tenir le récit public en ligne droite, quand la vie, elle, tire en biais. Tout ce qu'il a fallu de dévouement, oui, le mot est juste, pour que les fils ne cassent pas. Tout ce qu'il a fallu d'aveuglement aussi, pour que le carénage idéologique masque les failles privées. Voilà, exactement, pourquoi cette histoire ne se raconte bien qu'en entremêlant le cœur et le comité. Parce que, dans ce cas précis, ils ne sont jamais sortis de la même pièce. Et si l'on devait garder une image pour faire monter la tension vers notre prochaine étape, ce serait celle-ci, l'ombre d'Eugène Fried, l'homme au carnet noir, à la plume sans rature, projeté sur un mur, juste derrière la silhouette de Jeannette qui ramasse un jouet par terre. Entre ces 2 silhouettes, un homme qu'on ne voit pas, parce qu'il est déjà parti préparer un discours, ou parce qu'il dort, vaincu par les soins. À ce triangle humain s'ajoute un 4e sommet, impalpable, le parti. 4 forces s'attirent, se repoussent, s'équilibrent, parfois se détruisent. Nous allons avancer avec elles, pas à pas, jusqu'au pont d'un navire qui fend la mer Noire, et nous verrons comment, au moment où l'histoire nationale s'écrit, ce sont des corps aimants et blessés qui tiennent la plume. On croit parfois que les images officielles suffisent à raconter une vie. Les défilés au pas serré, les tribunes tendues de banderoles, les portraits peints sur carton fort. Mais lorsqu'on s'approche, on entend d'autres bruits. Ceux d'une maison où la radio crépite avant l'aube, d'un couloir où l'on ferme une porte doucement pour ne réveiller personne, d'un souffle retenu au moment où l'on se parle non plus comme camarades, mais comme 2 êtres qui vieilliront ensemble. Dans les années d'après-guerre, au moment précis où le parti semble entrer dans la lumière républicaine, c'est une dramaturgie intime qui s'approfondit. Maurice revient en France à l'automne 1944.
Jeannette, sitôt posées les valises, se jette dans l'hémicycle comme dans une pièce trop longtemps répétée en coulisses. Elle portera la voix d'un monde ouvrier qu'elle connaît par cœur, et derrière elle, la silhouette trapue de l'homme qui se réinstalle dans la légalité avec l'entêtement d'un ancien clandestin. On fait des plans à deux voix. On se mariera quand ce sera possible et convenable. On alignera les cadres dans l'entrée. On réglera les horaires des enfants comme on bâtit un calendrier militant. Les biographies, sèches mais précises, tiennent la main du narrateur. Ils se marient civilement en 1947. Ont 3 fils. Jean en 1936, Paul en 1940, Pierre en 1946. Et dans l'année même où leur union est régularisée, Maurice siège au plus haut de l'État, vice-président du Conseil, puis ministre d'État, comme si la famille et la République s'étaient donné rendez-vous au même carrefour. Pour faire sentir la tension, imaginez une cuisine, tard dans la soirée. La nappe a été repassée au petit matin. Les verres ont ce son clair des maisons où l'on a peu mais où tout brille. Sur la table, les épreuves d'un discours de Maurice, corrigé au crayon rouge. Une coupure de presse où l'on commente la dernière intervention de Jeannette sur l'égalité des salaires. Une lettre pliée 3 fois, arrivée de Bruxelles, écrite d'une main qu'on reconnaît immédiatement. Ce n'est pas un secret. Là-bas, en amont du roman familial recomposé, demeure l'ombre d'Aurore, la première épouse, et l'ombre portée d'Eugène Fried, l'architecte discret des années 30, celui que l'on appelait Clément. On sait aujourd'hui qu'Aurore avait trouvé auprès de Fried un foyer, sorte de contre-champ de la scène centrale, et que ce binôme inattendu, qui éleva le fils aîné de Maurice et la fille de Fried, tenait lui aussi sa part du récit. Ce n'est pas le genre de vérité qu'on brandit sur les affiches. C'est une ligne de force qui court sous le plancher, relie les pièces et parfois fait vibrer l'ensemble. Quand Fried sera abattu par les Allemands à Bruxelles en août 1943, c'est tout un pan de ce réseau affectif et politique qui s'effondre. La légende, elle, fait semblant de n'en rien savoir. Mais les archives, têtues, nous obligent à garder ces destins dans le champ. Avançons. La foule a chaud, les salles sont pleines, et les micros, dans les usines comme dans les places, restituent une voix grave qui prend le temps d'articuler « Produire d'abord, ne pas tout casser, savoir gouverner ». Ce sont les années où l'icône se double d'un organisateur. Maurice est à la fois le visage d'un parti nationalisé par la résistance et le gardien d'une fidélité moscovite. Cette double appartenance, c'est la clé dramatique de notre histoire. L'homme qui parle à la France parle aussi à un autre centre, invisible mais impérieux. Dans l'appartement de la rue Lafayette, le téléphone sonne tard. Jeannette sait immédiatement si c'est la presse, un camarade malade ou la ligne. Elle ouvre un cahier, prend des notes. Elle sait déjà que l'instant qui vient de passer, à l'heure où la bouilloire sifflait, sera demain un argument au comité central. La force du couple tient là. La politique circule dans l'air du salon, la tendresse, elle, résiste à ce courant d'air. Et puis, la cassure, 1950. On dirait une scène de film, presque irréelle par sa brutalité nette. Un jour, le corps décide de contester le récit. Hémiplégie. La main qui écrivait avec souplesse se crispe. La jambe refuse, la voix ralentit. Les médecins parlent d'artériosclérose, de tension élevée, d'atteinte vasculaire. On ferme les rideaux, on fait les valises pour l'Est, direction des établissements spécialisés de 1950 à 1953. Le parti comprend vite qu'il s'agit d'un double enjeu, soigner l'homme et préserver la légende. Il faut qu'il revienne. Il faut aussi que son absence ne creuse pas de vide dans la maison. Alors Jeannette devient colonne portante. Elle entre au bureau politique, elle tient la porte et le tempo,
Elle oppose un front calme aux impatiences ou aux dissidences qui, à chaque convalescence d'un chef, tentent de passer la tête. Les livres, les articles, les notices parlementaires, tous convergent. Dès ces années-là, elle n'est plus l'ombre, elle est l'ossature. C'est à ce moment que le récit intime vous prend à la gorge, parce qu'il change d'échelle. Dans la chambre close, où l'on entend juste l'horloge et les talons qui s'éloignent dans le couloir, la politique se fabrique au ras du sol. Jeannette écoute, tranche, organise, fait remonter. On pourrait la montrer un soir d'hiver penchée sur un plan de discours, redressant un adjectif, gommant une rondeur, ajoutant une attaque. Puis la même, à l'aube, souriante d'une fatigue maîtrisée, qui dépose un fils à l'école avant d'aller siéger. La légende de la femme de chef se dissout. C'est une dirigeante, suivie et crainte. Et paradoxalement, plus elle monte dans l'appareil, plus la maison demeure le cœur du dispositif, non pas par folklore domestique, mais parce que c'est là que l'on tient la cohérence, un récit, une ligne, une vie. Le pays, lui, vibre au rythme d'une reconstruction accélérée, puis d'une modernisation qui redistribue les rôles. À gauche, les débats ne sont plus seulement socio-économiques, ils touchent le corps, la famille, le désir. 1956, la question du contrôle des naissances s'invite bruyamment. C'est un moment décisif pour notre drame, parce qu'on entend soudain, sans filtre, la voix du couple. Jeannette, vice-présidente de l'Union des femmes françaises, prend position contre ce qu'elle nomme les thèses néo-malthusiennes. Elle affirme que le mot d'ordre de la maternité volontaire peut servir d'arme au camp adversaire. Le choc est puissant. Dans les milieux militants, et tout particulièrement parmi les médecins progressistes, la réaction est dure. Maurice, publiquement, se range à ses côtés. Chacun, aujourd'hui encore, peut lire ces phrases, cette prudence rugueuse, cette manière de dire non à contre-courant. Chacun peut mesurer comment, une décennie plus tard, Jeannette fait évoluer son propre point de vue, signe au Sénat une proposition d'abrogation des lois réprimant l'avortement et vote la loi Neuwirth. On a beaucoup glosé sur ce zigzag. Notre récit, lui, y voit la continuité têtue d'une femme qui refuse qu'on lui dicte ce qu'elle doit penser de ses enfants, de son ventre, de sa morale. C'est une scène importante parce qu'on entend les deux voix s'aligner, non par réflexe conjugal mais par choix tonique, et parce que dans cette concorde publique, on devine la densité des discussions privées. Revenons pourtant à la coulisse où tout se joue. La politique française des années 1950 est une suite de couloirs, des bureaux enfumés, des antichambres où l'on s'observe sans parler, des ascenseurs où la politesse est si stricte qu'on y devine des haines de velours. Dans ce théâtre, le couple Thorez-Vermersch tient sa place avec une précision de funambule. Le chef revient des sanatoriums soviétiques, reprend le fil de ses textes, passe à la radio, serre des mains. La dirigeante surveille les angles morts, éteint de petites braises destinées à devenir des incendies, protège la ligne autant qu'elle protège l'homme. L'homme affaire Marty Tillon. Ces purges, où l'on écarte les figures jugées déviantes, ancienne gloire pourtant, est l'un de ces moments où la mécanique se fait grincer. Dans la maison, on range les journaux dos au mur. Dans les couloirs, on garde un ton bas. Le parti, dans ces années-là, ressemble à un roman familial où l'on s'aime durement. Et puis il y a toujours Aurore. Son prénom revient comme un fil discret dans les témoignages. On l'a dit digne, économe de mots, courageuse. On rappelle qu'après la mort de Fried, abattu chez lui, rue Ten Bosch, à Bruxelles, en 1943, par la Gestapo qui avait obtenu par la torture les renseignements nécessaires, elle partagea la vie d'Étienne Virlouvet, cuisinier d'État auprès du ministre Thorez. Détail minuscule, il vaut bien des dissertations. C'est la preuve que, dans cette histoire, les cuisines parlent au ministère, les repas au protocole, le quotidien à la geste. On imagine la scène. Aurore fait mijoter une soupe, la radio murmure
Quelqu'un frappa 3 coups pour prévenir d'une visite. Loin de là, une autre maison s'endort, avec, accrochée dans l'entrée, la photographie officielle du couple revenu de Moscou. Quant au fils aîné, il grandit dans une géographie affective plus complexe que le théâtre public ne veut bien l'admettre. Ces deux maisons, ces deux rythmes, ces deux mémoires, la biographie de Maurice Thorez n'est intelligible qu'en les superposant. La scène suivante est presque silencieuse. Nous sommes au début des années 1960. Le souffle de Maurice est plus court. Les médecins, en blouse claire, parlent doucement. On continue la liturgie des réunions. On soigne la voix avant chaque prise de parole. On aménage les horaires. Jeannette, désormais solide comme un pilier, a pour elle la mémoire des années clandestines et la main froide des gens qui ont appris à ne pas trembler. Elle connaît par cœur le rythme de la convalescence, les retours d'énergie, les chutes soudaines. Elle sait que l'homme qu'elle aime est à la fois là, dans ce fauteuil, dans cette chemise blanche trop large, et déjà ailleurs, dans un récit qui s'achève au large. Quand vient l'été 1964, le voyage semble presque rituel. Un paquebot soviétique, le Meslitva, file vers Varna. Yalta est inscrite comme une promesse de promenade lente et de rééducation sans autre témoin que la mer. Le 11 juillet, au large des côtes turques, la mécanique humaine cède. La nouvelle tombe, sèche. Les journaux composent des manchettes froides. Mort à bord, en route vers Yalta. À Paris, on prépare les hommages. À Noyelles-Godault, des drapeaux sortent des armoires. L'histoire officielle range l'homme à sa place. L'histoire intime, elle, se tait un moment avant de murmurer « Fini ». Ce silence, pourtant, n'est pas vide. Il laisse remonter ce que nous avons suivi depuis le début. Le gamin des corons devenu figure nationale, l'ouvrière du Nord devenue parlementaire, la première épouse qui, dans l'ombre, vécut une autre version du récit, l'éminence grise, Fried, tombée dans un escalier de lumière crue et dont la disparition a dessiné le contour d'une absence dans toutes les pièces. 3 garçons qui portent des prénoms simples comme des promesses. Un parti qui, tour à tour, fut une patrie, une école, une famille et parfois une prison. On comprend alors que la question des femmes dans la vie de Thorez n'est pas un hors-d'œuvre croustillant, c'est un plan d'architecte. Sans Jeannette, la maison s'écroule en 1950. Sans Aurore, on ne voit pas l'autre côté du miroir. Sans la trace de Fried, on n'entend plus la voix de Moscou dans le couloir. Sans les enfants, on ne comprend pas la force douce qui a tenu l'homme debout plus longtemps qu'on ne l'aurait cru. Et puisqu'il faut encore faire monter la tension vers notre dernière étape, je vous propose une image finale pour aujourd'hui. Un salon, de nouveau. Sur la table, un exemplaire froissé de Fils du peuple. Dans l'encoignure, un imperméable sombre qui a connu trop de nuits. Sur un fauteuil, une veste de tailleur noir. On ne voit personne, et pourtant on devine tout. La main qui a saisi le livre avant de partir. L'épaule qui a porté la veste. Les yeux qui ont fixé un point sur le tapis, là où se déposent les décisions. À l'instant même où les historiens commencent à classer les cartons d'archives, la vie refuse de se laisser refermer. Elle palpite encore dans les tissus et sur les marges. Notre dernier mouvement traversera ces marges. Il ira chercher les images de bord de mer, les lettres sans réponse, les chuchotements d'antichambre, et surtout ce que le roman des sentiments a fait à la politique, et ce que la politique, en retour, a saigné du côté du cœur. Sur une mer d'encre, un paquebot file vers Varna. À bord, un homme que la moitié du pays a un jour acclamé, stature compacte, regard désormais là, s'assied face à une vitre noire où sa silhouette se superpose au roulis des vagues. La scène paraît calme. Elle est en vérité tendue comme un câble. Car dans ces dernières années, chaque geste privé s'est mis à parler la langue de l'histoire. Le souffle de Maurice est plus court.
les médecins ont déjà murmuré leur diagnostic. Artériosclérose, atteinte vasculaire, litanie blanche des corps fatigués. Le voyage ressemble à une promesse de rémission. Mais la mère sait garder les secrets. Au large des côtes turques, le 11 juillet 1964, le corps cède. Et l'annonce tombe, sèche, d'un bord à l'autre de l'Europe. Les journaux composent des manchettes sobres, les portraits remontent des caves aux vitrines, et l'itinéraire biographique se ferme, d'un trait, entre Noyelles-Godault et la mer Noire. Les notices à jour ne laissent aucun doute. Né en 1900, mort le 11 juillet 1964 sur le MS Litva en route vers Varna, retour impossible à Yalta. Mais pour comprendre pourquoi ce final serre la gorge, il faut tendre l'oreille à ce que vous entendez déjà. Un froissement de papier, un livre posé sur une table, une note au crayon rouge. Ce livre, Fils du peuple, l'autobiographie qui a fabriqué un héros à hauteur d'ouvrier, a connu plusieurs vies. Édité en 1937, réédité après-guerre en 1949, puis en 1954, il a été retouché pour oublier les noms désormais déviants, Marty, Tillon, Lecoeur, autant de silhouettes escamotées des marges. L'ouvrage n'est pas seulement un récit, c'est un miroir où le parti retouche son propre visage, un manuel d'élévation où la vie privée de l'auteur, justement, se fait presque invisible, comme s'il fallait que le mythe efface les chambres et les cuisines. Les chercheurs l'ont établi. Les rééditions ont suivi la ligne du jour, au prix d'un ciseau discret dans la mémoire. Or, notre fil, obstinément, revient à ses chambres et ses cuisines, car c'est là que la tension a brûlé le plus clair. Il n'y a pas de roman de Thorez sans ces deux maisons qui se répondent. La première, celle d'Aurore Membeuf, la toute première épouse, que l'on voit s'éloigner dans les années 1930, puis se tenir droite dans un appartement modeste avec un homme discret et essentiel, Eugène Fried, la boussole clandestine du PCF. Le fait surprend encore aujourd'hui ceux qui croient à la séparation étanche du public et du privé. Après le divorce de 1934, Aurore vit avec Fried. Ils élèvent ensemble le fils de Maurice et la fille de Fried. Dans le vacarme des meetings, personne ne l'énonce. Dans les archives, c'est écrit noir sur blanc, pointé par les historiens du mouvement communiste et même mentionné dans des synthèses encyclopédiques. Cette cohabitation, c'est plus qu'une anecdote. C'est une fêlure au centre de la légende. La preuve que la raison d'État, ou de parti, se nourrit d'histoires d'amour, de consolation, d'alliances affectives. Quand la Gestapo abat Fried à Bruxelles en 1943, c'est une corde maîtresse du dispositif émotionnel qui rompt et une ombre qui s'allonge sur tout le reste. La seconde maison, celle où Jeannette Vermeersch, gamine du Nord devenue parlementaire, tient la porte, l'agenda, la ligne, la tendresse, tout à la fois. Elle a rejoint Maurice dans l'entre-deux des années 1930. Ils vivent en couple avant de régulariser après la guerre. Ils élèvent 3 garçons, Jean, 1936, Paul, 1940, à Moscou, Pierre, 1946. Et surtout, ils apprennent à parler d'une seule voix quand il le faut, même sur les sujets où la gauche se réveille en couteau tiré. Au printemps 1956, Jeannette, alors vice-présidente de l'Union des femmes françaises, s'élève contre le contrôle des naissances, fustige ce qu'elle appelle les thèses néo-malthusiennes. Maurice appuie publiquement. Le choc est rude, car le camp progressiste lui-même est traversé par d'autres aspirations. 10 ans plus tard, nuance. Sénatrice, Jeannette signe et vote des textes qui ouvrent la voie à la régulation des naissances, loi Neuwirth. Dehors, on parle de zigzag, dedans, on reconnaît une cohérence intime. La même femme qui, à l'heure du dogme, tenait la ligne, accepte de la déplacer quand l'expérience et l'époque l'exigent. Les biographies et les archives parlementaires gardent la trace précise de ces positions, de ces votes, de cette voie. Entre ces deux maisons, une autoroute de fer et de feu, la trajectoire politique. 1939, on l'a dit, scie la biographie en deux d'un seul coup,
le pacte germano-soviétique, la mobilisation, la consigne qui tombe, se soustraire, gagner l'étranger, la condamnation pour désertion en France, puis le long détour par Moscou. En novembre 1944, compromis tacite, retour autorisé, la citoyenneté est rétablie, l'homme s'installe à la table des ministres, vice-président du Conseil. Cette bascule que la documentation classique décrit en dates et décrets, le récit intime la montre en scène. Jeannette qui range des valises, un appartement qu'on retape, des enfants qu'on inscrit à l'école, une ligne qu'on rebâtit depuis la salle à manger. La vie privée ne vient pas après, elle est la charpente qui soutient le décor public. Puis la grande panne, brutale, en 1950. L'hémiplégie. Les rideaux se ferment, les billets vers l'Est se réservent, et pendant 3 ans, la médecine soviétique devient la coulisse obligatoire de la légende. Le parti tient bon, mais c'est Jeannette qui devient la poutre maîtresse. Siège au bureau politique, relais constant, calme d'acier dans des couloirs où l'on chuchote déjà les noms des successeurs. Ces allers-retours entre l'hôpital et le comité central mériteraient une caméra serrée. On verrait une femme qui, dans le même mouvement, borde un malade, corrige une motion, protège une image et, cela compte, garde le foyer debout pour que les enfants n'aient pas l'impression de vivre sous cloche. Les chronologies sérieuses confirment cette montée en première ligne. La mémoire militante, même critique, ne l'ignore pas. C'est ici que notre tension atteint son pic. Au moment précis où l'homme se fragilise, l'icône se durcit. Les années 1950 voient le récit officiel se blinder, les photos se figer, les purges devenir souvenirs coupés au massicot, pendant que la maison, elle, continue à respirer. Rien n'illustre mieux cette dissonance que la destinée éditoriale de Fils du Peuple. L'édition 1954 gomme des patronymes entiers, épouse le relief du moment, montre à quel point un mythe se fabrique avec du papier et des ciseaux. Et, dans la pénombre d'une bibliothèque, on tombe sur une page cornée par une main patiente, peut-être celle de Jeannette, avec un trait au crayon dans la marge, comme pour rappeler que les livres parlent, certes, mais qu'ils ne savent pas tout dire. Alors, refermons, non pas le dossier, il ne se referme jamais tout à fait, mais le plan séquence. Revenons au pont du MS Litva, l'été 1964. Tout ce que vous avez entendu depuis 1 heure remonte sur ce pont. La poussière des mines accrochée au souvenir du gamin de 12 ans, la ferveur sèche des années 30, le pacte qui arrache un homme à son uniforme, la datcha de neige, les cuisines où l'on parle bas, l'assemblée où l'on se bat pour un texte, la chambre d'hôpital, la main qui tremble, le livre qui ment par omission, et plus que tout, ces 2 regards de femmes qui ont tenu la nef droite quand la houle cognait. Aurore, silhouette d'ombre qui a trouvé des bras où tenir debout. Jeannette, colonne qui a porté la maison et la ligne. Le cercueil qui rentre en France ne contient pas qu'un secrétaire général. Il contient un roman complet où la politique et l'amour se sont tant mêlés que l'on ne sait plus, par instant, qui tenait la plume et qui tenait la lampe. Et si vous deviez emmener une seule image avec vous, que ce soit celle-ci, une table en bois tachée d'encre. Dessus, un portrait de mineur, un badge rouge, un carnet d'adresses où les noms ont 2 colonnes, pseudonymes et prénoms réels, et posé tout contre un ruban d'enfant. Cette juxtaposition dit tout, la France des usines et des tribunes, la clandestinité et les anniversaires, l'obéissance et la tendresse, l'ambition et l'endurance. Les historiens vous donneront les dates. 1900, 1964. Retour en novembre 1944. Mort au large. Réédition en 1949 et 1954. Votes cruciaux en 1949 et 1954, 1956 et 1965. Nous avons essayé, ici, de faire entendre les battements, ceux qui, parfois,
se cache derrière un micro coupé. Et lorsqu'un jour on rouvre Fils du peuple, en sachant ce qu'on sait, on lit, derrière chaque phrase, une cuisine où l'on fume, une chambre où l'on veille, un quai de gare où l'on se quitte en hochant la tête. Parce que, oui, la biographie de Maurice Thorez ne se laisse pas réduire à un curriculum. Elle est faite d'attachements, de désobéissances intimes, d'alliances invisibles. Elle dit qu'il n'existe pas de stratégie sans confidence, pas d'orthodoxie sans serment chuchoté, pas de culte sans retouche, pas de mythe sans main qui serre une autre main. Et l'on comprend alors pourquoi cette vie tient si bien en 4 mouvements. Parce que, du premier à l'ultime, la même question traverse tout. Qui aime qui, jusqu'où et à quel prix? Et parce que, dans ce pays qui a tant discuté de la fidélité, quelques femmes ont donné une leçon discrète de persévérance.